Exercice 4. On maintient immobile un bloc de masse M égale 5 kg sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. On le tient comme ça. Tout d'un coup, on le lâche. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on le lâche, il se met à glisser en bas de la pente. Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et le sol vaut mu égale 0,25. Alors, dans un premier temps, vous deviez calculer l'accélération que subit le bloc lorsqu'il glisse, bien sûr. Et puis, dans un deuxième temps, quelle est sa vitesse après avoir parcouru une distance de 30 cm le long du plan incliné. Alors, évidemment, au début, il est statique, puisqu'on le tient, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe lorsqu'on le lâche. C'est vraiment ça, à partir de ce moment-là, que ça devient intéressant. Et bien, quand on le lâche, il se met à glisser en bas de la pente. Donc, du coup, ici, on a un problème de cinétique, en réalité. Alors, dans le corrigé, je vous ai fait un petit schéma de la situation avec, bien entendu, les forces qui agissent sur le bloc. Au moment où on le lâche, eh bien, bon, tout ça, pardon, je le fais en rouge. De toute manière, il y a la force de pesanteur. Il y a, qui est donc verticale, dirigée vers le bas. Il y a la force de soutien qui est perpendiculaire au plan incliné. Et il y a donc, puisqu'il se met à glisser et qu'il y a un coefficient de frottement de 0,25, il y a donc une force de frottement cinétique qu'il faut prendre en compte, qui agit sur le bloc. Néanmoins, il se met à glisser. Étant donné qu'au début, il a une accélération, une vitesse, pardon, égale à 0, il est arrêté, et que, en glissant, forcément, il prend de la vitesse. D'ailleurs, au bout d'un certain moment, il a cette vitesse-là, V. Eh bien, ça veut dire que cet objet accélère, donc il subit une accélération qui va être dirigée parallèlement au plan incliné, bien entendu. Pourquoi bien entendu? Parce qu'en fait, il ne s'enfonce pas dans le sol, donc l'accélération n'est pas dirigée, comment dire, je vais grossir le trait, bien sûr, mais elle ne peut pas être comme ça, parce que sinon il s'enfoncerait dans le sol. Elle ne peut pas être comme ça, sinon il décollerait. Donc, comme il glisse le long du plan incliné, forcément, l'accélération, elle est telle que je l'ai dessinée, parallèle au plan incliné. Alors, dans un premier temps, il faut calculer l'accélération. On n'a aucune notion des vitesses, à part la vitesse initiale qui est nulle, comme je l'ai entouré ici en orange, mais on ne connaît pas la vitesse finale. D'ailleurs, c'est la question de la partie B. En fait. Quelle est cette vitesse finale? Donc, comme on ne connaît pas la vitesse finale, on ne connaît pas non plus combien de temps il met pour descendre. Donc, c'est impossible de déterminer l'accélération en utilisant les lois de la cinématique. Du coup, on est obligé de passer par autre chose pour déterminer cette accélération. Alors, dans quoi apparaît l'accélération? Autre chose que la cinématique, bien entendu, c'est la deuxième loi de Newton. Dans la deuxième loi de Newton, que j'ai écrite ici, vous avez l'accélération qui apparaît, puisque, comme on l'a vu à maintes reprises, c'est une relation de cause à effet entre les forces à gauche et l'accélération à droite. Alors, les forces, justement, venons-en. Alors, nous avons le poids, que j'ai marqué ici, nous avons la force de soutien, que j'ai marqué ici, et finalement, la force de frottement. Il n'y a pas d'autres forces qui agissent sur ce bloc, il n'y a pas de force de propulsion, le pouce part vers le bas, donc on en reste là. Et donc, ça, c'est égal à la masse fois l'accélération que subit ce bloc. Alors, cette deuxième loi de Newton, sous forme vectorielle, ici, il faut maintenant pouvoir l'exploiter. Donc, pour pouvoir l'exploiter, je choisis un système d'axes sur lequel je vais projeter mes forces. Donc, le système d'axe choisi est un système, étant donné qu'on a sur les 4 vecteurs qui apparaissent ici, 3 forces, une accélération, il y en a 2 qui sont parallèles au plan incliné, une qui est perpendiculaire au plan incliné. Donc, je propose de choisir un axe X parallèle au plan incliné et un axe Y perpendiculaire au plan incliné, comme je l'ai fait donc dans le schéma, X ici et Y comme ceci. Alors, la seule force qui va être un petit peu embêtante à évaluer du point de vue de ces axes, c'est évidemment la force de pesanteur.
Étant donné que nous avons, alors là, il faut que je change encore une fois de couleur, je vais prendre du rose hein, ici. Étant donné qu'on sait qu'entre l'horizontale et justement le plan incliné, il y a un angle alpha, eh bien cet angle alpha, on va le retrouver ici en fait. Hein. Là, il y a l'angle alpha, comme on sait, on l'a déjà fait plusieurs fois. Si vous prolongez l'horizontale ici, vous vous retrouvez avec un angle droit ici dans le triangle, enfin l'angle droit par rapport au poids, bien entendu, qui est vertical. Et donc ici, il y a un triangle rectangle, et là, il y a l'angle, pardon, c'est 90 moins justement l'angle qu'il y a ici, c'est-à-dire 90 moins alpha. Et donc, du coup, on retrouve le alpha ici. On a fait ça plusieurs fois. Hein. Je vais un petit peu épurer tout ça, parce que ça ne sert à pas grand-chose, tout ça. Voilà, tout ça, encore là, et là, et là. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est qu'il y ait l'angle alpha ici. Et donc, quand on a notre poids, enfin le poids ici, eh bien, il va falloir déterminer sa composante selon x et selon y. Bon, là, j'ai un petit peu bâclé la projection ici. Donc, ce qu'on cherche en réalité, c'est ce côté ici pour la composante sur x et ici pour la composante sur y. Alors, commençons avec la composante sur x, c'est-à-dire donc celle-ci, ici. On est dans le côté opposé à l'angle alpha, donc qui dit opposé dit sinus, et donc on a ce côté-là qui est égal à P fois sinus alpha. Positif, hein, puisque donc cette composante irait dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le même sens que x. En ce qui concerne la force de soutien, c'est une force qui est perpendiculaire à x, donc sa composante est nulle. Et puis pour la force de frottement, elle est dans le sens inverse de x, donc on a une composante qui est égale à moins ff. L'accélération, quant à elle, elle est parallèle à x, donc plus a comme composante selon x. On a cette équation, P sinus alpha moins 0 moins ff égale ma. Première chose, on va pouvoir la nettoyer hein, tout à l'heure, cette équation. Maintenant, faisons le même travail, mais sur y. Alors, sur y, maintenant, on cherche ce côté-là pour x. Hein, pardon, non, je me suis un petit peu trompé, hein, c'est ce côté-là, pardon. J'ai été un petit peu court, en fait. Ça va jusque-là, hein, en fait, ici. Voilà. Alors, ce côté-là, dans le triangle ici, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Pardon, mais je dis n'importe quoi. Ce n'est pas le côté opposé, c'est le côté adjacent. Excusez-moi, adjacent. Donc, qui dit adjacent dit cosinus. Donc, la composante, c'est P cosinus alpha. Mais elle va contre en bas et l'axe Y va contre en haut. Donc, on ajoute en moins. C'est moins P cos alpha pour le poids. En ce qui concerne le soutien, eh bien, le soutien est parallèle à Y, donc c'est plus S directement. Pour ce qui est de la force de frottement, elle est perpendiculaire à Y, donc sa composante est nulle, tout comme d'ailleurs celle de l'accélération, sa composante est nulle, donc à la fin, m fois 0, ça donne 0. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais un petit peu effacer ce qui traîne. Hein. Ça, j'ai plus besoin, ça, j'ai plus besoin, ça, tout ça, j'ai plus besoin. Hop, hop, ça, j'ai pas besoin. Non, là, j'ai été un petit peu brutal. Je vais juste rajouter ces deux forces. Hein. Une ici, une là, et puis il y avait encore l'accélération, bien entendu, ici en vert. Voilà. Ou en bleu. Quoi. Voilà. Alors, maintenant, que faire avec ces deux équations? Bon, en fait, j'aurais tout effacé. Bon, allez, go. Eh bien, on descend un petit peu. Et vous voyez là-dedans que vous cherchez l'accélération. Hein, c'est le but de l'exercice. Alors, si on veut l'accélération, elle est ici. Donc, il faut connaître le poids, ce qu'on connaît, puisqu'on connaît la masse du bloc. On connaît l'angle, donc ça, on peut calculer. Mais il faut aussi connaître la force de frottement. Et ça, on ne la connaît pas. Donc, on a ici une équation avec deux inconnus. Il nous faut donc une deuxième équation.
Alors, dans cette deuxième équation qu'on a là en dessous, sur y, il y a encore une inconnue, mais c'est encore une troisième. Donc maintenant, on a deux équations, trois inconnues. Donc là, il y a toujours un problème. Alors, du coup, il nous faut encore une troisième équation qui fait apparaître ces inconnus. Alors, la troisième équation, c'est celle qui parle du frottement cinétique que j'ai écrite ici. La loi du frottement cinétique, c'est FF égale mu fois S. Et donc, vous voyez qu'il y a une des deux équations, une des deux inconnues là, une des trois mêmes inconnues là, et ici encore une des trois. Donc là, entre 1, 2 et 3, cette équation et cette équation, on a un système de trois équations à trois inconnues qui sont FF, S et A. Ça, c'est les inconnus. Donc, il faut s'arranger pour éliminer ce qu'il faut et de sortir uniquement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire A. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait. Donc là, maintenant, c'est de la cuisine mathématique en réalité. Alors, on va prendre quelques couleurs. Premièrement, de l'équation numéro 2, j'ai passé ce terme-là à droite de manière à obtenir S égale P cos alpha. Et donc, comme P c'est mg, on a S égale mg cos alpha. Et maintenant ça, ce S, je le remplace dans l'équation qui permet de calculer la force de frottement. Donc j'ai la force de frottement est égale à mu fois S. Et donc à la place du S, je mets mg cos alpha. On obtient ce qu'il y a ici. Aïe, aïe, aïe. Pardon. On obtient ce qu'il y a ici. FF égale mu, et puis là, vous retrouvez le S, mg cos alpha. Alors maintenant, cette expression de la force de frottement, eh bien, on pourrait la calculer parce qu'on connaît mu, on connaît m, on connaît g et on connaît alpha. Donc là, on pourrait faire le calcul directement. Mais en réalité, ce que je vais faire, c'est plutôt injecter tout ça là-dedans. Je vais injecter ça ici. Comme on connaît déjà P sinus alpha, il n'y aura plus que l'inconnu qui est l'accélération. Alors ça, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, je vais prendre du violet. Dans l'équation 1, vous avez P sinus alpha que vous retrouvez ici. Et puis ensuite, bon, le 0, il tombe. Et puis ensuite, il y a moins la force de frottement. Et donc, moins cette force de frottement, j'ai utilisé l'expression ici, mu mg cos alpha. Mu mg cos alpha. C'est-à-dire ça, en fait. Et tout ça, c'est égal à ma. La même chose que ce qu'il y a là-haut. Alors, là-dedans, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule inconnue, c'est A. Donc, ça va être assez facile de la déterminer, cette inconnue. Il ne reste plus qu'une seule étape, plus l'application numérique. L'étape consiste à remplacer P par son expression qui est m fois g. C'est ce que j'ai fait là. Puis ensuite, on retrouve tout le reste. P fois sinus alpha, il est ici. Et puis, moins mu mg cos alpha, il est ici. Et puis, égal ma, égal ma. Donc, on a tout ici. Alors maintenant, dans cette formule que vous avez ici, vous voyez qu'il y a la masse qui intervient à chaque terme. Donc, on peut sans autre diviser par la masse. On peut s'en séparer. De toute façon, la masse ne peut pas être égale à 0. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On divise par m ici, par m ici, et donc par m ici. Et qu'est-ce qui nous reste à droite? Uniquement l'accélération. Donc, on a l'accélération là, fois g sinus alpha ici, moins mu g cos alpha ici. Alors, la dernière étape, qui n'est pas nécessaire, mais que j'ai faite quand même, consiste à remarquer que g apparaît ici et apparaît là. Donc, je le mets en évidence. Et puis, donc, ensuite, il me reste fois sinus alpha, qui est ici, moins mu cos alpha, qui est ici. Donc, voilà la formule finale, je dirais, pour calculer l'accélération. On ne peut pas simplifier plus que ça. Et donc, maintenant, il nous reste à faire le calcul. Donc, G, 9,81. L'angle alpha, il vaut 30 degrés. Et mu, il vaut 0,25. Donc, vous mettez ces valeurs là-dedans. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez que l'accélération, elle est de 2,78 mètres par seconde carré.
Donc, c'est une accélération qui est relativement élevée hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Ça, c'était pour la partie A. Alors, maintenant qu'on a déterminé cette accélération, retournons à la donnée et on remarque, enfin, on lit la deuxième question, on la relit une fois. Quelle est sa vitesse après avoir parcouru une distance d de 30 cm le long du plan incliné? Donc, comme on a l'accélération, normalement, avec les lois de la cinématique, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, écrivons ces lois de la cinématique. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait, donc corriger à la page suivante, ici. Si on écrit les lois du MRUA, ben on en a deux, en fait, de lois. On a une loi, donc là, je parle du MRUA, évidemment, puisque c'est un mouvement en ligne droite le long du plan incliné, rectiligne, et que l'accélération, il y a une accélération, donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. La première des formules que je propose, hein, c'est celle qui permet de calculer la position. Et puis, dans le MRUA, comme on l'a déjà vu, il y en a une deuxième qui est celle qui permet de calculer la vitesse. Alors, faisons un petit pointage sur ce qu'on connaît en fait là-dedans. Nous, on ne connaît pas x, ni x0. Mais néanmoins, si on va regarder le corrigé, le schéma, pardon, eh bien, on connaît quand même quelque chose qui est lié à x0 et à x. Si vous voulez, le bloc, il part d'ici, et puis on vous dit que plus loin, il est ici, et donc il a parcouru une distance d qui vaut 30 cm. Donc, cette distance d, c'est la différence entre cette position qui est là et cette position qui est ici. Cette position ici, c'est la position initiale, c'est ce qu'on appelle x0. Et cette position-là, c'est ce qu'on appelle x autant t, ou x tout court, c'est-à-dire x après avoir parcouru, enfin après un certain temps surtout. Donc en fait, nous, ce qu'on connaît là-dedans, c'est ni x ni x0, mais c'est la différence entre x de t et x0. D'autre part, on sait aussi que la vitesse initiale de notre bloc, vu qu'il est lâché, eh bien, on sait que sa vitesse initiale est nulle. Donc, avec ces deux choses, on va pouvoir réécrire l'équation. Donc, je remontre la première des équations, c'est celle-ci. Et comme je viens de vous l'expliquer, premièrement, V0 est, D, qui est la distance, la différence entre x de t et x0, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Si vous passez ce x0 de l'autre côté, vous faites apparaître cette fameuse distance, qui va donc être égale au reste V0 fois t plus une demi à t carré. Mais cette vitesse, elle est nulle. Ça, c'est égal à 0, puisque l'objet est lâché. C'est ce que j'ai écrit ici, ou encore là en dessous. Le bloc est lâché, donc V0 égale 0. Ce qui fait que ce terme, ici, là, tout ce terme-là, il dégage. Il n'y a plus. Et donc, le seul qui reste, c'est une demi à t carré. Donc, on a d égale une demi à t carré. Alors, quand on a d égale une demi a fois t carré, là-dedans, on peut sortir t. Alors, pourquoi sortir t? Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas encore dit, je vais le faire tout de suite, c'est qu'on a une deuxième équation que j'encadre, elle aussi en vert, tiens. Alors, cette deuxième équation, c'est du MRUA, c'est celle sur la vitesse. Et là encore, on va exploiter le fait que la vitesse initiale V0 est nulle. Ce qui fait que ce terme, il dégage, et ce qui reste, c'est A fois T. Donc, on obtient ici V, qu'on cherche, est égal à A fois T. Alors, qu'est-ce qu'on connaît dans ces deux équations? Eh bien, donc, je parle de celle-ci et de celle-ci. Ce qu'on connaît, je vais mettre en vert. La distance D, on la connaît. Et l'accélération, on la connaît maintenant. On l'a calculé à la partie A. La vitesse, c'est une inconnue, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, à droite, eh bien, on a l'accélération qui est connue
Et puis, effectivement, il reste encore une autre inconnue, c'est le temps. T, on ne le connaît pas ici, ni là. Donc, on a deux équations à deux inconnues. Une qui est le temps, je ne sais pas combien de temps il met pour descendre le long du plan incliné, et puis la vitesse finale, qui est donc la question posée dans la donnée de l'exercice. Alors, la stratégie, c'est d'utiliser cette formule et puis de sortir T, en fait, égale quelque chose. Et puis ensuite, quand on l'aura obtenu, on l'insère là-dedans. Alors, comment trouver T à partir justement de cette formule-là que vous avez, qui est D égale une demi à T carré? Eh bien, vous faites fois 2, ça vous donne 2D égale A T carré. Ensuite, vous divisez par A, ça fait 2D sur A égale T carré. Et puis finalement, on en prend la racine de tout ça et vous obtenez T égale racine de 2D sur A. C'est ce que j'ai écrit ici, en fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette expression-là et la balancer là-dedans, par substitution. Alors, je descends ici, pas trop quand même, voilà. Là, on a tout, hein. Il y a tout ce qu'on veut. Alors, je récapitule, je prends ça et je l'injecte là-dedans. Voilà. Alors, c'est parti. On a donc la vitesse v de t est égale à l'accélération ici, et donc maintenant on fait cette substitution racine de 2D sur A. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment ici, comme on connaît D et A, on pourrait calculer les choses. Puis ensuite faire le calcul numérique. C'est tout à fait possible. Ce que j'ai choisi de faire ici, c'est d'aller au bout du calcul littéral, puisque, comme vous le savez bien, j'aime bien les calculs littéraux. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, la technique consiste à mettre le A qui est en dehors de la racine, le mettre sous la racine. Donc, pour obtenir A, si on veut le mettre sous la racine, il faut prendre A au carré. Et donc, si vous prenez A au carré, vous voyez que ce A, là, il y a A fois A, en fait, hein, au carré, et on divise ici par A. Donc, il y en a un des deux qui tombe. Et ce qui nous reste, c'est A fois 2D. Donc, racine de 2DA. Ou 2AD, si vous préférez. Alors, la distance, c'est 30 cm. Et puis, l'accélération, on reprend ce qu'on a obtenu à la partie A, c'est-à-dire 2,78 mètres par seconde au carré. Vous multipliez encore par 2, bien entendu. Vous prenez la racine. Et vous trouvez la réponse finale qui est une vitesse de 1,29 mètres par seconde.